je suis Nemo de Anthony, présentement, et je suis ingénieur du son depuis 2017 à la sortie de mon BTS à Biarritz. Et en plus, ingé son qui fait du bruit avec sa chaise parce qu'il tourne depuis tout à l'heure. Le stress, mon ami, le stress. Hey. Date. T'es parti à Biarritz? Je suis parti à Biarritz pendant 2 ans, parce que j'ai pas été prêt à Paris et qu'il y avait plein d'autres BTS en France, mais que Biarritz c'était clairement le plus stylé de base. Ok. Et il s'est avéré que c'était un des meilleurs BTS français après, mais je le savais pas. Alors mon parcours il est assez simple, hein. Ça part sur un lycée scientifique, un bac S du coup à la fin, avec pas trop d'idées pour la suite, sauf que je voulais travailler dans la musique. Et sauf que j'ai jamais... En gros il y avait ce truc bizarre je voulais faire des prods et tout, mais je me suis jamais lancé dedans. J'avais plein d'idées, tu vois, mais pas de la déter d'aller jusqu'au bout, de me lancer dans la technique de la musique, d'apprendre et tout, la MAO, les logiciels et tout. Et je comptais en fait un peu sur le BTS, qui je savais était pas tout à fait musique, mais qui s'est avéré être encore moins musique que ce que je pensais. Qui était totalement télé. Et du coup, en fait, j'ai appris ce qui me permettait d'utiliser après en fait les logiciels de musique et tout. Mais au final, je m'en suis jamais servi et j'ai pas fait de musique depuis. En fait, en vérité, t'es un peu là par hasard. Voilà. Tu savais juste que tu voulais travailler dans le son. En vrai, oui. Mais tu t'es pas dit je vais être dans l'audiovisuel absolument et tout. Non, mais même maintenant, si tu me demandes qu'est-ce que tu veux faire dans l'audiovisuel, moi j'ai des idées de ce qui me plaît, mais je sais pas ce que je vais faire du tout. Ok. Disons sound design, on va dire. T'es juste un mec qui aime le son. Voilà, un amoureux. C'est magnifique. En fait, le fait que tu expliques le pourquoi t'es arrivé dans le son, moi je trouve ça cool, parce que du coup ça débunk aussi cette idée de la passion et tout, non. Que aussi, le son ça peut être aussi un métier normal qu'on a envie de faire parce que ça nous arrange. C'est vrai qu'il y a clairement de ça en vrai. On a un métier comme un autre genre. C'est ça, alors qu'on se dit, non, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma, c'est forcément les passionnés qui sont là. C'est comme historien en fait. Oui, ouais, voilà. Genre... C'est que non, aussi, il y a des gens normaux qui juste. Ouais. Après, moi, il y a quand même de la passion, mais c'est juste que ça s'exprime pas par un fanatisme, enfin, pas un fanatisme, mais genre en mode passionné de son. Genre en mode. Je suis passionné de son dans le sens où je peux reconnaître que le son, des fois, c'est ouf. Mais je serai jamais le mec qui va te sortir 10 000 refs de ingé son ou de matériel, etc. C'est une passion, ça va être une passion, dans le sens c'est une passion, mais ça se démontre par aucun moment par fanatisme de musique, genre passionné de plein de films réputés pour leur son, etc. C'est une passion mais qui s'exprime pas en fait un peu. Genre elle s'exprime pas par le visionnage ou l'écoute de trucs artistiques. C'est plus par le contact avec les gens, le fait d'être en tournage, le fait de mixer. C'est plus mixer directement en fait qui me passionne que d'écouter un mec qui a très bien mixé. En fait, c'est pas le son en soi qui te... C'est faire le son. Mais le son aussi forcément parce que c'est comme ça que tu t'imprègnes. Mais ça m'intéresse plus de le faire. Ou alors d'assister vraiment à un truc innovant en son, tu vois. Genre la télé des lumières, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un truc genre c'est... En gros ils s'intéressent à la projection. En gros, c'est les mecs qui, avec plein de projecteurs, vont se reconstruire une scène avec, ils peuvent jouer sur les formes d'un bâtiment ou un truc comme ça, tu vois. Là, typiquement, les trucs comme ça dans le son, je trouve ça ouf, tu vois. En fait, l'exposition où tu vas te mettre à un point, t'entends, tu sors de ce point-là, t'entends plus rien. Ça, c'est des trucs, les phénomènes physiques un peu stylés, tu vois. En fait, t'es plus un créateur qui s'est retrouvé dans le son qu'un passionné de son en soi. Il y a un peu de ça, genre un moyen d'expression comme un autre. Mais sauf qu'il parle beaucoup plus que d'autres. Ouais, il y a vraiment ce truc de passion, mais sans passer par genre regarder plein de films et avoir plein de références. Est-ce genre, que juste le pur fait d'être là et d'écouter du son et de mixer, c'est bon, ça me... Est-ce que petit ou à petite dose, tu vois. T'écoutais beaucoup de sons ou de musique? Est-ce que voilà la musique, mais j'étais pas mélomane en tout cas, c'est sûr. Toi, t'étais un mec normal, quoi. Ouais. Enfin, j'écoutais de la musique que tout le monde aurait pu écouter en tout cas. Ok, donc c'est vraiment plus ton parcours de vie, ta personnalité qui a fait que je me retrouve dans le son. Il y a un truc, c'est que ma personnalité match particulièrement bien avec le métier. Comment? Enfin en tout cas, ma personnalité match particulièrement bien avec le métier et parce que c'est pas en vrai c'est pas un truc de branleur. C'est juste plutôt que tu peux être ton propre boss, que c'est artistique et qu'il y a beaucoup ton empreinte. Et c'est pour ça que ça match en fait. C'est pas parce que j'ai des dreads et que je fume des gens, tu vois.
C'est là que tout va être enregistré déjà. Et c'est là, par là que tout va passer. Donc ton micro que tu vas mettre là-dedans. Dans le cas de tournage, le plus souvent pour éviter que le vent il aille perturber la membrane qui enregistre, camoufler du vent. Ah bah, tu vas mettre ton micro au-dessus de ta source sonore avec ta perche. Et en gros, après, le micro va être relié à ça. Il va passer dedans, tu vas pouvoir le trafiquer, c'est-à-dire si le mec est très loin, il faut mettre plus ce qu'on appelle du gain, c'est-à-dire plus de volume pour qu'on puisse entendre le mec loin parce que du coup normalement le signal sera faible, donc pour le monter tu mets plus de gain. Et c'est là où tu vas enregistrer et c'est là où tu vas écouter. Et en vrai de vrai, du coup c'est la base. Là le setup de base de son ça va être ta perche, ton micro avec ta protection ou pas et ton enregistreur. Donc, et ça globalement, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est difficilement accessible? Ouais, c'est là que ça devient chaud. C'est comme en gros quand tu travailles dans le son de base, ça peut te coûter pas très cher, mais si tu recherches une qualité professionnelle qui va te permettre de pouvoir en vivre direct, ça monte sur des prix assez fous, mais ça monte moins haut que d'autres trucs. Alors que la cam où ça va monter beaucoup plus haut les bêtes de cam, alors que les bêtes d'appareil de son ça va rester à un certain prix. Ok. Et bon, après, si tu vois, le meilleur enregistreur dont moi j'ai la connaissance, il est à 20 000 € à peu près. Des fois, après des films, en fait, ce qu'on demande aux acteurs, c'est de reparler sur leur réplique parce que ça a été mal enregistré ou parce que c'est pas assez intelligible, on les entend pas assez bien, il y a des petits défauts, etc. Ou quand les gens, en fait, par exemple, sur une scène de bagarre, c'est très difficile de prendre le son parce que généralement tu as de l'équipe technique, il y a beaucoup de bruit parasite et du coup tu refais toute la scène après en bruitant, etc. Sauf que s'il y a quelqu'un qui parle pendant cette scène là, malheureusement du coup on n'a pas ces lignes de dialogue parce qu'elles sont camouflées par des bruits de coups, de froissements de vêtements, etc. ou des chaussures qui crissent sur le parquet. Donc on préfère mettre la scène à blanc et tout refaire tous les sons après. Donc là tu es en train d'expliquer que on fait les dialogues et ensuite on fait les autres sons. En gros, on tourne une scène avec des dialogues ou non. Okay. Et selon la scène, en fait, les dialogues ils vont être camouflés par les autres bruits. Auquel cas, on fait de la post-prod derrière et du coup, les acteurs vont venir redoubler leurs phrases qui ont été camouflées par les sons pendant le tournage. Ok. Nous, à notre niveau, c'est pas ce qu'on fait par exemple. À notre niveau, en gros, déjà les films les gens pour lesquels on travaille, généralement, ils prennent pas une post-prod après. Il faut pas revenir leurs acteurs pour les faire doubler, etc. Donc en fait, on fait du son en direct. Et sur les grosses prods actuelles, en gros, il y a forcément presque un passage obligé en post-prod de base. Alors que nous, on mixe nos sources brutes, eux, ils mixent leur doublage. Voilà. En gros, t'as le mois de tournage et t'as presque un mois de post-prod, du coup, parce qu'il faut sortir toutes les répliques qu'ils ont sorties pendant le tournage. Ok. Voilà. Et du coup, il y a l'autre partie du matos, c'est les niveaux juste d'après, on va dire. Quand t'as ça et que tu veux avoir un peu plus encore, tu peux te permettre des HF. Et ça permet en fait de prendre la voix des acteurs très très proche pour en fait au mixage qu'un mec très loin on puisse quand même l'entendre quoi. Et du coup par exemple dans un film où ça va être doublé, le HF va être utile parce que le perchman ne va pas pouvoir accéder au mec, mais il peut l'enregistrer à travers son HF et du coup savoir qu'est-ce qu'il a à doubler après en post-prod. En gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est des ondes, ils sont reliés par ondes hertziennes. Et du coup, c'est un peu le même principe que ton Bluetooth quand tu relis ton iPhone à ton enceinte. En gros, celui-là, il va être connecté à celui-là. Il y en aura un des deux qui aura un fil qui va sortir du boîtier et qui va être relié à un petit micro. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce que les gens ont là à pincer souvent. Et après, du coup, le signal du petit micro, il va être reçu sur le boîtier récepteur qui est du coup avec moi, enfin avec l'ingé son. Généralement branché à l'enregistreur du coup sur lui. Et ça permet du coup de pas avoir d'intermédiaire physique, genre une perche ou un micro dans le champ ou quand la distance est trop grande, ça permet une solution. Dans cette petite. Et là, c'était juste pour l'exemple, parce que nous on utilise des micros pour l'interview, mais c'était typiquement ce que tu vas mettre dans ta perche, ce que tu peux mettre. Parce que s'il y a des pros qui regardent, ils vont savoir que c'est des octaves et que c'est pas fait pour ça, mais tu peux le mettre dans ta perche. Non, du coup, le truc typique, c'est nous on a à peu près 20 minutes pour se préparer. Du coup, on arrive, même les gens nous mettent généralement une demi-heure avant le PAT. La journée typique, ce serait alors on arrive, on prépare les micros, on les branche sur les perches, on les relie à l'enregistreur, on installe les HF sur les comédiens. Et après, on attend la première scène. Et après, en fait, il y aura beaucoup, en tout cas à notre niveau,
Il y a beaucoup de... On voit quel cadre est choisi finalement, comment on peut percher, si on peut pas, qu'est-ce qu'on fait, on trouve une solution et après du coup on lance le rec et ça part pour tourner la scène. Et c'est à peu près ça sur toute la journée en fait. Ok. Une fois que le tournage est terminé, vous remballez, vous rentrez, il n'y a rien de... On backup, s'il faut le faire, parce que des fois il backup sur le tournage aussi. Et du coup, à quoi ressemble une journée de mix? Une journée de mix là, ce sera déjà t'es chez toi, donc c'est très calé. Tu commences vraiment comme une journée normale en fait, hein. Tu te fais ton café, tu montes dans ton studio, tu lances le logiciel, Pro Tools en l'occurrence. Si t'as pas déjà organisé ta session, tu l'organises, si tu l'as organisé tu reprends là où t'en étais. Et du coup, selon le mix que tu as, selon le nombre d'acteurs que tu auras dans la scène, selon le niveau d'exigence du réalisateur, tu auras plus ou moins des mix compliqués dans le sens où tu auras plus ou moins de pistes. Donc chaque catégorie de son, par exemple, un acteur, il aura une piste pour lui, pour simplifier on va dire. Un bruitage sur le logiciel, tu vas avoir du coup tous les sons de ta scène, plus tous les sons que tu as voulu rajouter. Et nous, notre travail, ça va être de les mettre au bon niveau, de mettre des effets. S'il faut, par exemple, parce que nous, on va prendre des bruitages qui ont été pris dans des endroits où le son est insonorisé. Et imaginons qu'on a besoin de ce bruitage-là, mais dans forêt ou dans un amphithéâtre, il faut l'adapter au lieu auquel il est. Et donc, par exemple, il faut lui mettre de la reverb, qui paraît plus lointain. Il faut le faire, en gros, supprimer les basses, parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui parle dans une pièce à côté. Et quand quelqu'un parle dans une pièce à côté, en fait, le mur, il absorbe... Non, il absorbe d'ailleurs les aigus, pardon. Du coup, il y aura un taf de traiter ce que tu avais déjà. Dans notre cas, on garde les prises de son du tournage, traiter la voix, etc. Faire en sorte que les voix soient propres, intelligibles au bon niveau entre elles, parce qu'il y a toujours un acteur qui parle plus fort que l'autre. Et après, il y a tout le travail d'ambiance. Donc ça, c'est soit utiliser l'ambiance que tu as prise sur la scène pour la mettre dans le fond, soit retrouver dans ta sonothèque une ambiance qui correspondrait au lieu dans lequel tu as tourné et dans lequel est la scène. Et la mettre en fond. Tu peux en mettre plusieurs, parce que tu peux faire des couches d'ambiance. C'est-à-dire t'as pas forcément l'ambiance directement celle qu'il te faut, il te faudra peut-être d'abord en trouver une puis une autre qui vont être complémentaires, qui ensemble vont à peu près donner l'ambiance que tu aurais pris sur le truc de tournage. Et ensuite tu auras les bruitages, et du coup là ce sera tous les petits détails, par exemple un briquet, les pas, si on n'a pas pris les pas ou si les gens étaient en chaussettes parce que ça fait trop de bruit pour les dialogues sur le tournage. Tous les bruits qui sont pas beaux parce que nos micros en gros on les dirige vers quelque part, souvent c'est vers la bouche des acteurs pour choper leurs paroles. Tout ce qui est en dehors de cette direction là, très souvent il est pris par le micro mais avec un peu moins bien, avec une un peu moins bonne qualité. Et dans ce cas, ce qui est bien c'est de trouver un son qui va pouvoir, on garde le son originel ou on le supprime, mais si on le garde ce serait de mettre un autre son qui permet de l'enrichir, genre de faire un son plus propre et plus beau qui aurait plus correspondu au son que tu aurais pris sur scène si tu l'avais pris sans orienter ton micro vers la bouche de l'acteur mais en prenant par exemple le bruit de pas ou le briquet, etc. Est-ce que tu peux expliquer l'importance de l'étape de la post-production? On pourrait se dire tout simplement le son il est pris, fin. Qu'est-ce qui fait que cette étape de post-production est importante? Alors c'est comme à l'image, il y a beaucoup de trucs qu'on fait sur le tournage pour accommoder la post-prod, mais parce qu'en fait on sait qu'il y a des trucs qu'on va faire que en post-prod. Donc en fait il y a des trucs qu'on fait sur le tournage, mais qu'on sait que c'est pris pour être travaillé en post-prod ou pour être utilisé en post-prod. Par exemple les bruitages seuls, ça n'a aucun sens, alors qu'on les fait en pensant généralement... Quand je parle des bruitages, c'est les sons seuls qu'on peut faire sur les films. En gros, c'est plutôt que de faire du bruitage dans une pièce isolée en termes de son. Et du coup, le bruitage du truc peut être utilisé partout dans n'importe quelle scène, puisqu'il n'y a pas de couleur et de texture au son. Les sons seuls, c'est les sons que tu vas faire sur le lieu directement du tournage, et du coup qui seront déjà empreints du lieu, quoi. Donc de la reverb, de l'ambiance. Par exemple, tu tournes en forêt, que tu fais un bruitage de pas, tu auras ton bruitage de pas, plus les feuilles qui bruissent dans le vent, les oiseaux, etc. Ok, et l'étape du mix, en quoi ça consiste? Enfin, tu m'as un peu déjà expliqué tout à l'heure, mais vulgairement, en quoi ça consiste? Le mix, c'est un peu l'étape finale en termes de post-production son, parce qu'avant, tu peux avoir le sound design et le montage. Bon, les deux peuvent être un peu confondus, le montage son. D'abord, pour commencer, en fait, tu
tu vas y aller dans le gros, on va dire. Parce que d'abord, en fait, tu vas commencer ta post-production. Imaginons ton film, tu as fini ton tournage, tu vas commencer ta post-production. Tu auras tous les défauts de différents volumes sonores déjà. Donc par exemple, tu auras un acteur qui va parler plus fort que l'autre, une voiture qui va passer trop fort derrière, plein de trucs comme ça. Et dans ce cas, ton premier taf, ça va être du coup d'ajuster les volumes. Donc faire en sorte que dans tout le film, il n'y ait pas un bruit qui soit plus fort que l'autre, une ambiance qui soit plus fort que l'autre, une voix qui soit plus forte que l'autre, pour une homogénéité, quoi, qu'il n'y ait pas de trucs bizarres que d'une scène à l'autre. Par exemple, si tu regardes ça dans une salle, que d'une scène à l'autre, le son soit d'un coup beaucoup plus fort et que ce soit pas supportable et que le reste du film il soit au bon volume. Et le mixage après, ça va encore plus loin, ça va être toutes les subtilités, mais ça qui sont presque pas, qui sont audibles si tu fais attention, mais quand t'es dans ton film, c'est le mixage qui va faire en sorte que tu vas rester dans le film et que tu vas pas en sortir parce qu'il n'y aura pas des légers défauts qui vont te faire dire que le son il est bizarre ou il y a un petit défaut. Le mixage, ça va vraiment être, par exemple, ça peut être rehausser les volumes, mais à des niveaux tellement infimes, c'est vraiment pour des détails, genre un P qui est un peu trop fort, au mixage tu vas le baisser un peu pour qu'il paraisse pas assez fort. Et c'est vraiment pour que le confort pendant tout le film il soit impeccable. Et que le mec, il n'y ait pas des moments où ça lui titille l'oreille et il sent qu'il y a un truc bizarre. Non, je dirais ça t'apporte une espèce de réflexion, on va dire secondaire, que tu pourrais pas avoir dans plein d'autres cas ou de situations du quotidien. Dans le sens où, bon ça va être c'est l'exemple simplifié as fuck, tu vois, mais faire une tartine de pain, c'est que des trucs primaires, on va dire, c'est très en mode direct. Tu réfléchis à ce que tu fais ou tu fais ce que tu fais. L'art, il y a un truc, il y a une espèce de, je trouve, si on devait fonctionner en termes de palier de conscience, t'es au deuxième palier, tu vois. Il y a autre chose qui s'exprime que juste une action ou juste un besoin de faire, tu vois. Ouais. Qui est direct, justement. Là, tu peux avoir un besoin de faire, mais tu vas passer par des étapes, il y aura une réflexion, et du coup, t'auras une retranscription de ton raisonnement et de ton idée à travers un support. Est-ce que l'art, quelque part, dans ce que t'expliques, est-ce que quelque part c'est pas un miroir ? Oui, c'est pour ça. En tout cas, ça dépend des artistes, tu vois. Parce que tu peux créer un personnage, mais du coup, si on parle loin, ça peut être forcément un miroir. Le personnage, c'est quelque chose qui est un peu enfoui, qui est au fond de toi, tu vois, c'est un peu partie de toi. Mais sinon, ouais, clairement. Déjà, parce que ça passe par toi, tu vois. C'est pas un miroir, je dirais, ce serait un kaléidoscope à la limite. Tu vois. Ah, tu l'avais fait venir celle-là. En mode, parce que ce sera pas toi, ce sera ta vision de la chose selon le sujet et le support que tu as choisi, etc. Et tu vois, c'est pas totalement toi dans le sens où il y a une part de toi, mais elle est forcément manipulée, nuancée, trafiquée par ce que tu as voulu faire. Donc, par exemple, tu as Picasso qui veut parler de je sais pas quel truc, il va passer par lui et son sujet. Donc c'est pas tout à fait un miroir. Ouais. C'est ok, c'est un kaléidoscope. Le son, par rapport aux autres arts, est-ce que ça t'apporte aussi ? Par exemple, lorsque tu vois une peinture, est-ce que le fait d'avoir travaillé dans ce, tu vois, est-ce que ça te fait quelque chose ? Mais alors de manière calculée, je pense pas. Mais ouais, une peinture, en gros, c'est comme le truc de à chaque couleur tu lis un son ou t'as des affiliations. Voilà, t'as un genre d'affiliation, tu vois. Il y a des peintures, c'est bizarre à dire, elles peuvent être aiguës, tu vois. Genre une peinture bien bleue, on va dire que en fait, c'est pas tu t'entends un son. Mais c'est dans ton esprit, si tu devais le mettre sur autre chose que de la peinture, ça ferait ça. En gros... mais ça marche mieux sur les peintures abstraites, tu vois. Sur une peinture réaliste, c'est plus compliqué de mettre un son que... Par exemple, quand t'entends un son, tu penses tout de suite par exemple à du bleu, ou tu penses à une... Ouais. Ok, ça c'est un truc qui vient automatiquement. Avec les douleurs ou les trucs comme ça, tu sais, la douleur aiguë ou grave, genre. Ah, j'ai bien un petit pincement, ce serait plutôt une douleur aiguë, parce que tu sais, ça titille le nerf et t'as un truc qui... Tu vois, si on devait repeindre en son, ce serait un tu vois, un truc très aigu, un 1000 Hz, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Alors qu'une patate, c'est un truc grave, mais le fait, parce que le son du truc est grave. Mais tu vois, rien que dans la douleur du pincement, c'est un petit truc, tu vois. Du coup, je penserais plus à un truc aigu, genre. Un truc désagréable, tu vois, un truc très aigu, une création. Ok.